d'accueillir sur scène le monsieur qui est en train d'essayer de transformer le LCL. Mesdames et messieurs, merci d'accueillir Olivier Vuitton. Bonjour à tous, ça marche, oui. Donc, alors Laurent Ostis tout à l'heure avait la difficile tâche d'être juste avant la pause. Finalement, moi c'est pire, j'ai la tâche d'être juste entre vous et votre sortie d'ici. Donc je vais essayer de faire court et efficace. Alors, on a beaucoup parlé de la banque aujourd'hui avec des vraies problématiques effectivement qui se posent sur le modèle. Alors d'habitude, j'ai l'habitude de parler de tout ce qui est transformation digitale en reposant un peu le décor global et tout ce qu'on a à faire. Et aujourd'hui, comme c'est une journée software AG, j'ai fait un focus beaucoup plus précis sur une problématique qu'on va appeler la problématique d'orchestration. Alors déjà pour... Ça marche pas. Merci. Donc, pour reposer un petit peu le décor, et je ne vais pas m'attarder sur l'entreprise, au sein du groupe Crédit Agricole, LCL est la banque de détail nationale, avec 1900 implantations sur le territoire, 18 000 collaborateurs, 6 millions de clients, etc. etc. Je ne vais pas vous assommer sous les chiffres. Ce que je voulais juste rappeler, c'est qu'on est sur des modèles dans lesquels il faut supporter à la fois la banque digitale, donc tout ce qu'on va devoir faire sur les canaux mobiles, web, etc., et demain tous les autres, et puis intégrer ce réseau physique qui finalement vient faire une différence. Alors quand on va parler d'orchestration, ça pète, merci. Quand on va parler d'orchestration, finalement, on va aujourd'hui le focus que j'ai souhaité faire, c'est ce qu'on fait bien sûr avec un des produits de software AG. On va chercher à répondre à des attentes clients qui sont autour de je veux commencer, continuer et finir sur n'importe quel canal. Donc c'est une des grosses différences avec les banques ou autres services qui vont développer pur digital, c'est que finalement on a cette attente qui semble naturelle à tout le monde aujourd'hui, d'aller dire bon bah j'ai commencé certes sur mon PC, mais maintenant je vais devoir continuer avec un conseiller sans avoir à lui redire tout ce que j'ai commencé sur mon PC, et puis j'ai finalement envie de finir chez moi parce que je vais réfléchir un peu avant de signer, etc. etc. Donc cette attente-là, elle va amener pas mal de défis sur la façon dont on va travailler sur des SI qui historiquement étaient purement sur des réseaux physiques. Ensuite, on a besoin pour ça d'aller orchestrer tout un tas de services, monde digital et monde physique. Donc ça va être vrai de la signature électronique qu'on va devoir faire en présentiel dans les agences, qu'on va devoir faire sur le mobile, qu'on va devoir faire sur le web. Ça va être vrai de tout ce qui est édition, de tout ce qui est appel de services qui vont devoir couvrir tous ces canaux-là. Et puis toujours notre collaborateur qui doit lui avoir accès, savoir ce qu'a fait son client, etc. Et enfin, on doit avoir une vision 360 de ce client en permanence, puisque nos clients aujourd'hui, ils vont avoir des attentes de service, justement, on parlait de tous les défis qu'on doit relever. C'est pas juste leur conseiller dans leur agence aux horaires d'ouverture, mais c'est d'être capable d'avoir une vision, la personne qui est en face, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils attendent, etc. Quel que soit le moment où ils appellent, donc ils vont avoir tantôt leur conseiller, tantôt quelqu'un en ligne, tantôt purement faire de l'interaction digitale. Alors, pour ça, en fait, il y a deux façons de le faire. On peut le faire selon les mécaniques traditionnelles, c'est en allant modifier nos applications historiques pour leur rajouter un énième canal à supporter. Alors tout à l'heure, on avait l'exemple ADO du paquet de fil électrique. Moi d'habitude, je prends celui du plat de spaghetti, mais c'est la même chose. Donc finalement, on a tous, dans les systèmes d'information historiques comme ça, ce plat de spaghetti ou ce paquet de fil électrique mélangé, qu'on essaye de détricoter. Et quand on va adresser les canaux que je mettais à la page précédente, quand on va devoir faire tous les canaux, on a le choix entre aller en rajouter encore dans le méli-mélo, ça peut marcher, c'est juste que vous serez incapable de changer après, ou profiter de ces occasions-là pour réurbaniser vos processus et aller définir comment vous allez les appeler. Donc tout c'est ce qu'on fait, c'est un usage un peu différent de WebMethod, de celui qui était présenté tout à l'heure. On l'utilise essentiellement pour de l'orchestration de services. Donc on va y mettre des processus qui sont interruptibles, et en fait ce que va faire WebMethod dans notre contexte à nous, ça va être d'être l'outil dans lequel on gère toutes les étapes où le client peut s'arrêter et reprendre ailleurs. Donc soit reprendre sur le même canal, soit reprendre sur un autre canal, au moment où il arrive. Donc cette orchestration, elle a un rôle fondamental sur tous les processus qui sont digitalisés au fur et à mesure. Ensuite, on va appeler des services, et l'un des moyens de démêler les fameux plats de spaghetti, c'est d'aller déployer de l'API partout sur les systèmes d'information.
Alors, quand on parle de transformation digitale, il y a deux façons de la faire. Hein. Il y a la façon, on fait semblant et donc on met des surcouches, des surcouches, des surcouches sur les systèmes d'information. Et puis il y a le fait de le retravailler vraiment au cœur en allant se demander quels services on veut exposer, lesquels seront utilisables demain pour d'autres canaux. Quand on va faire de la voix, est-ce que je dois tout refaire? Quand je vais ajouter de l'IA, est-ce que je dois tout refaire, etc. Et donc il y a un gros travail d'urbanisation qui se cache derrière cette petite ligne, appel de service. On a parlé d'écosystème, c'est essentiel sur ces plateformes-là de savoir appeler les services bien sûr internes, mais aussi les services justement de ces fameux partenaires de l'écosystème, pour qu'on ait une plateforme digitale qui ne soit pas auto-centrée. Ensuite, le reste, excusez-moi, j'ai traduit en français un peu vite, il restait de l'anglais. Il y a tout ce qui est suivi des processus qui est évidemment essentiel, c'est qu'on doit toujours savoir pour le client, pour les équipes de conseillers, où il en est. Et puis, avec l'outil, on va également gérer tout ce qui est relance de clients. Alors, je vais passer rapidement là-dessus, puisque le temps est on est un petit peu court. Juste un mot, c'est que on fait tout ce qui est monitoring de l'avancement de ces processus en permanence avec deux outils. Un outil qu'on a développé en interne, donc qui ressemble un peu à ce qui a été montré tout à l'heure, mais dans une finalité différente, c'est que là, c'est pour les conseillers. Donc on va en permanence dire aux conseillers qui ont la relation privilégiée avec le client où en sont les processus de ce conseiller ou de ce client, excusez-moi. Est-ce que ça fait finalement 2 semaines qu'il est en train de réfléchir à sa signature, auquel cas il faudrait peut-être le contacter, etc. Et puis en parallèle, on monitore l'efficacité de nos processus avec l'outil PPM. Alors, nous, ce qu'on a développé au-dessus de tout ça, et c'est une vision très, très raccourcie, puisque autour de ça, il y a un écosystème dont je pourrais parler pendant longtemps, on a développé des briques de routage. Alors les briques de routage, en fait, c'est celles qui vont faire que dans ces process clients, au moment où ils s'arrêtent, on a des routages automatiques donc, qui vont se baser sur les référentiels, donc le cœur classique des systèmes d'information, et puis croiser avec la modélisation des processus, donc pour savoir à chaque fois, selon ce que préfère le client, ce que prévoit le processus, et ainsi de suite, si on va lui donner suite, le relancer en ligne, si on va le relancer par le réseau, si on va le relancer par des conseillers au téléphone, etc. Ou alors à la main de l'utilisateur, parce qu'on est dans un monde dans lequel les processus ne peuvent pas tous être définis de manière complètement statique. On a aussi développé de notre côté chez LCL tout ce qui est corbeille de tâches. Et donc c'est là qu'on va laisser le conseiller interagir avec tout ce que le client lui a déposé. Donc ça permet dans les processus d'avoir des étapes dans lesquelles l'humain reprend la main pour des conseils additionnels ou autres quand c'est justifié, et tout le reste va être traité en automatique. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on a de l'interface à faire. Alors ici, un exemple, c'est la partie gestion documentaire. À chaque étape d'un processus, les tâches peuvent avoir des pièces jointes, hein, c'est classique, et c'est le workflow qui va gérer tout ce qui est mise en GED. Donc on appelle ça le forçage en GED. On va dire, ce contrat-là est signé par le client, boum, automatiquement il y aura accès dans ces espaces clients digitaux et physiques. Et puis enfin, on a aussi intégré quelque chose pour les process qui méritent un peu moins d'investissement, c'est qu'on utilise également cet outil pour aller faire du lancement de tâches manuelles. Donc là, on est plus dans des appels de formulaires ou des choses comme ça. Alors, en termes de volume, j'ai pas mis beaucoup d'éléments, j'ai simplement mis le nombre de processus au sens process bout en bout. Donc je vais vous donner un exemple. Quand on a un client qui va faire une entrée en relation, c'est-à-dire un nouveau client qui se connecte par exemple sur la banque en ligne pour souscrire, pour dire je veux être client, et qui soit fait tout sur la banque en ligne, soit débute, continue en agence ou l'inverse, ça fait 1 dans cette liste-là. Ça veut dire que dans un process, on peut avoir 10, 20, 50, 100 tâches, ça va dépendre de ce qu'on fait. Ça reste aujourd'hui des volumes qui sont maîtrisés. Le système est quand même beaucoup sollicité, hein, puisqu'on est sur du temps réel et les clients aujourd'hui n'imaginent plus d'attente. Ça, c'est quelque chose que je passe tout le temps à mes équipes. C'est que le temps du batch est révolu. Aujourd'hui, on est sur le temps de l'immédiateté. Et donc, ce qu'on attend de tous ces workflows-là, de toutes ces tâches, c'est que ça soit très rapide et que le client ne voit pas ce qui se passe derrière comme traitement. La disponibilité de ces systèmes, alors vous cherchiez tout à l'heure les freins qu'il y a pu y avoir aussi sur la transformation digitale. Bien souvent, dans les organisations comme les banques, on a fait de la transformation digitale au début sur des parties de services assez faibles et pas forcément vitales pour l'entreprise. Et donc ça a été souvent commencé avec des exigences de disponibilité qui sont faibles. Aujourd'hui, c'est fini ça. C'est-à-dire qu'on a très fortement augmenté, donc on a une grande part des services qui sont accessibles par ces moyens-là. Et quand les systèmes digitaux plantent, quels qu'ils soient, que ce soit le système d'orchestration si ça arrivait, je vous rassure, il marche bien, ou les systèmes autour de partenaires, de signatures électroniques, etc. À chaque fois qu'on a un problème là-dessus, aujourd'hui c'est vital pour l'entreprise et pour son développement, au même titre que les pure players. Et ça c'est quelque chose qui rentre vraiment dans
dans les mentalités petit à petit, et qui fait qu'on a vis-à-vis des systèmes de software AG qu'on utilise une exigence de disponibilité qui est maximale, et là aussi on cherche à friser avec les 100%. Et pour ça, on a de l'architecture haute disponibilité, des serveurs de traitement qui sont sur des data centers aujourd'hui physiques. Alors j'ai bien retenu tout à l'heure moi aussi les projets de migration cloud, et ça tombe bien, même si ma priorité pour l'instant c'est de migrer tous nos systèmes développés sur les fronts, mais ça suivra, donc je reviendrai vous voir là-dessus. Et la performance est vraiment critique, ça c'est un point clé. Donc on utilise ces systèmes qui sont historiquement plutôt faits pour gérer de la synchrone, de manière de plus en plus synchrone. Donc c'est un des défis qu'on a travaillé ensemble avec Software AG, c'est comment on amenait le niveau de performance qu'on tirait de ces systèmes à un niveau proche du synchrone. Alors ça c'est juste pour rire, je vous rassure, je ne vais pas le commenter. Juste pour rappeler que mettre ça en place, ça exige quand même un petit peu de travail d'architecture. Aujourd'hui, les taux de disponibilité qu'on obtient sont très bons. Le gros effort porte sur l'APIisation des services. Alors moi, j'ai pour principe de refuser l'APIisation juste pour faire beau. C'est-à-dire que je dis toujours à mes confrères que afficher 100% API, je peux le faire dans l'année, c'est facile. Il suffit que je mette une API devant chaque service de mon SI. Ils seront toujours aussi old-fashion ou non réutilisables qu'avant, mais ils seront APIisés. Et donc on est en train de travailler au fur et à mesure sur la réurbanisation de tous ces services pour détricoter le fameux plat de tout à l'heure. J'ai bien aimé l'image des fils, je me permettrai peut-être de la repiquer de temps en temps pour changer. Alors vous donner un petit peu d'histoire, donc moi ça fait seulement 1 an que je suis là, donc je ne m'attribue pas la paternité de tous ces travaux-là. Mais le go live du système a été fait en 2015, ça a commencé sur des choses moins ambitieuses, on va dire, on était sur de la vente en ligne, de la souscription de contrats, etc. Le lancement de la signature électronique. En 2016, il y a eu une montée en puissance sur à peu près la moitié des produits. Et en 2017, on a livré, et donc là c'est des livraisons plutôt mode plateau agile, enfin voilà, beaucoup plus rapide, des digitalisations complètes, et là on a revu tous les processus du début à la fin pour qu'ils soient accessibles sur tous les canaux et qu'on puisse en rajouter facilement. Sur les crédits, les entrées en relation, on est en train de faire la partie épargne en ce moment, et on ambitionne d'être à 100% d'accessibilité sur les canaux digitaux avant la fin de l'année. Voilà, alors un exemple là aussi, juste de ce que c'est de modéliser un processus, juste pour vous rappeler qu'entre le en haut et en bas, c'est un des défis qu'on a vraiment à relever dans nos organisations, c'est que nous, on doit toujours supporter version digitale, version physique. Et ça fait à peu près double intégration, donc d'où l'importance de la modélisation qu'on fait et de l'intégration de ces services-là. Donc ce qu'il faut retenir au final, si vous vous lancez dans un projet de ce type-là, c'est que l'outil peut le faire, c'est pas un problème, il y a un vrai effort de conception. Alors je partage à 100% ce qui a été dit tout à l'heure sur, je réfléchis d'abord à pourquoi faire, quels sont mes objectifs d'architecture, etc. avant de me lancer sur l'outil. Il n'empêche que dans cette réflexion, il faudra bien embarquer la part que je laisse à mon outil d'orchestration et la part que je mets dans mes services au-dessus. Et cette part-là va faire sans arrêt la frontière de ce que vous supportez en interruptibilité et de l'agilité que vous avez dans vos projets. Donc il y a vraiment une frontière intéressante à travailler sur où est-ce que je gère mes contextes clients, qu'est-ce que je mets dans le niveau d'orchestration, qu'est-ce que je mets au niveau de chaque service. Donc voilà, s'il y a un point d'attention pour moi, c'est celui-là. Tous les autres sont techniquement très atteignables aujourd'hui sur les aspects techniques et autres. C'est vraiment la conception, le gros effort. Voilà, donc c'était une vision très très centrée sur ce sujet-là, mais on a plein d'autres travaux intéressants autour de la digite dont on pourra reparler d'autres fois.